Bonjour, troisième épisode de notre découverte des actes anciens de la région du Nord et de paléographie. Nous avions laissé la fois dernière un acte qui est un extrait d'un registre de bans de mariage qui ont été publiés dans la paroisse de Tourcoing pour un mariage, nous disait-on, qui a eu lieu à Marc-en-Barœul. Ce registre de bans est malheureusement très peu loquace. On sait que le 17 juillet 1687, Jean Frémaux et Marguerite Dutoit se sont mariés à Marc-en-Barœul. C'est vraiment le minimum syndical. Malheureusement, le registre de Marc-en-Barœul des mariages n'existant plus, il va falloir trouver une autre source d'information qui nous en dira beaucoup plus que cette simple information « machin a épousé machin ». La source principale alternative au registre de baptême, mariage et sépulture, qui, avec le temps, lorsqu'on remonte, sont de moins en moins loquaces, nous en disent de moins en moins sur les personnes qui y sont désignées, cette source-là, c'est le notariat. Les actes passés chez les notaires, parce qu'on y est beaucoup plus précis et on va trouver en particulier des liens de famille qui seront beaucoup plus précis que dans des actes ici. Notre question partait d'un acte de mariage, ou ici de ban. Nous allons donc aller chercher dans un type de document qu'on trouve chez les notaires, qui est le contrat de mariage. Où trouver ces informations? Eh bien, les archives de beaucoup de notaires de notre région ont déjà été dépouillées par des bénévoles qui les ont fait publier ensuite par des associations ou qui les ont mis à disposition gratuitement sur Internet. Évidemment, on est très loin d'avoir fait le tour de toutes les archives de tous les notaires de l'Ancien Régime, parce qu'il y en avait énormément, en particulier sur la ville de Lille. Il faut savoir que le notariat n'a été organisé dans notre région qu'en 1671, peu après que nous soyons devenus français. Jusqu'alors, il n'était pas nécessaire de déposer pour chaque notaire ses archives à la fin de l'année auprès de ce qu'on appelle le tabellion, qui était une personne d'ailleurs, qui contrôlait les actes et qui les conservait, en conservait une copie. Donc ça n'existe qu'à partir de 1671, ce qui fait que la plupart des archives notariales ne commencent qu'en 1671. Il y a bien sûr des exceptions. Ce sont tous ces notaires qui ont conservé les siècles suivants les archives de leurs prédécesseurs et qui les ont finalement déposées aux archives départementales du Nord ou ailleurs parce qu'il y a d'autres lieux de conservation. Et donc on peut retrouver des actes qui commencent à la fin ou au milieu du XVIe siècle pour notre région, pour les plus anciens. Ce sont surtout des Lillois, quelques notaires des Wep, mais très peu d'autres notaires de la région. C'est là qu'on se réjouit d'être membre d'une association. Pourquoi? Eh bien parce que les associations achètent les documents qui sont publiés et qui concernent leur secteur d'activité. Évidemment, si vous avez à acheter tous les notaires qui sont susceptibles de vous intéresser, ça va vous coûter une petite fortune. Tandis que pour le prix d'une adhésion à une association, vous aurez accès à toute sa bibliothèque et donc à toutes les publications sur le secteur qui la concerne. Pour compléter ce genre de document, ici en l'occurrence un registre de ban, mais ça pourrait être un registre de mariage, la source principale est un type de document qu'on va retrouver chez ces notaires, qui est le contrat de mariage. Alors, comment savoir si ces personnes ont passé un contrat de mariage? Alors, il y a un système que je ne vous expliquerai pas ici parce que ce n'est pas tout à fait le but de la vidéo, mais il se trouve expliqué dans le premier numéro de la revue du Castello Lillois, qui est téléchargeable sur mon site tout à fait gratuitement. Ceci dit, il existe d'autres points d'information pour les contrats de mariage, donc à part les archives en elles-mêmes, c'est d'aller chercher dans une base. Sur mon site, lillechâtellenie.fr, Lille-Châtellenie en un seul mot, vous allez trouver un certain nombre d'informations, de bases, dont ici la base des contrats de mariage. Alors, ces contrats de mariage ne sont pas complets, ils n'y sont pas tous, mais ça donne déjà une bonne petite information. Dans le coin ici, vous avez une recherche avancée.
on va chercher notre Frémo. Alors comme on ne sait pas si ça se termine par un T, un X, un LT, comme vous avez vu qu'il y avait plusieurs variantes possibles, nous allons chercher un Jean Frémo sans mettre de terminaison à Frémo. Comme je vous le disais dans la précédente vidéo, il y a un certain nombre, et même un nombre certain de Jean Frémo à l'époque. Alors celui qui nous intéresse, nous, c'est un Jean Frémo qui se serait marié en 87, ça tombe bien, il y en a en 87. Et nous avons Marguerite Dutoit, c'était. Nous allons donc regarder cet acte. Ici, il n'est pas en extrait dans la base, mais on peut me demander l'extrait éventuellement si vous ne l'avez pas sous les yeux. Moi je l'ai sous les yeux, c'est d'ailleurs tout l'intérêt de l'affaire puisque nous allons faire encore une fois de la paléographie, et évidemment de faire de la paléographie sur quelque chose qui serait dactylographié, ça n'aurait aucun intérêt. Nous allons voir l'acte d'origine qui se trouve donc aux AD 59, aux archives départementales du Nord, dans les deux E3, c'est-à-dire le notariat de la Châtellenie de Lille. Il faut demander la boîte 6399 et vous allez aller voir l'acte 177, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Nous y voilà. Voilà notre acte. Vous allez vous rendre compte que finalement on va faire très peu de choses et qu'on va pouvoir aller très rapidement parce que la plupart des choses, la plupart des lettres, la plupart des formations de lettres, on les connaît déjà. On va juste s'habituer à un document qui, comme vous le voyez, est beaucoup plus long, il n'y a que la première page ici, qu'un acte de baptême, de mariage ou de sépulture, et donc à lire sur la durée et à surtout repérer les formules qui sont toujours les mêmes, parce que les notaires, étant gens de loi, ont tendance à utiliser évidemment toujours les mêmes formules légales, dont certaines sont assez redondantes. On va utiliser plusieurs fois les mêmes mots en suivant pour dire quelque chose qui est quasiment la même chose. Peut-être était-il payé à la ligne ou à la page, je ne sais pas, mais ils ont tendance à se répéter un peu. Allons-y. Vous avez déjà, pour commencer, la formule qui commence quasiment tous les actes notariés, contrat de mariage ou pas. Comparure, ENT, puisqu'ils sont plusieurs, en leur personne. Vous voyez qu'il y a le C qui est un peu space, mais n'empêche que c'est assez compréhensible puisqu'on a bien COM, 1, 2, 3 ponts. On va remarquer quand même le P, qui est une lettre que nous n'avions pas vue sous cette forme encore jusqu'à présent. On l'avait vue sous d'autres formes, mais pas celle-là, qui est un P à l'intérieur d'un mot. Mais il ne faut pas confondre donc cette première partie qui fait partie du P avec les 3 ponts du M. Sinon nous dirions, tiens, il y a 4 ponts. Mais non, 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 il y en a 3. Ça, c'est le P. C'est donc une des manières de l'écrire. Mais vous vous souvenez ici de notre fameux pic avec la boucle à droite, que nous avons vu précédemment. Boucle qui disparaît pratiquement ici, mais c'est toujours un P. Et ici, nous avons un autre P. 1, 2, 3 P différents dans le même texte, suivant l'endroit où se trouve, suivant la manière dont il maniait sa plume à ce moment-là. C-O-M-P-A-R-U tilde. Vous voyez, encore le tilde. R-E-N-T. Vraiment pas de complications. Comparure. Évidemment, si c'était au singulier, ce serait comparu, en sa personne. En, E-N, encore toujours ce N final qui va piquer dessous, L, E, U, il y a un point, ou un tilde, un R et un S final comme nous venons de le voir dans l'exercice précédent, l'heure. Personne, alors comme je vous le disais, là c'est l'autre version du P, hop, hop, E, R, S, puisqu'il n'y a pas de trait, c'est pas un F, O, 1, 2, 3, 4 ponts, celui-ci n'est pas un pont puisque c'est l'amorce du E, et S final, personne. Et on peut aller assez vite parce que pratiquement tout est connu. Là nous avons le J, notre I barré, le E, le A qui est jamais tout à fait bouclé, mais en l'occurrence là il n'est pas beaucoup, et le N qui repique dessous, Jean. Alors ces petits traits là, ou grands traits là, sont en fait placés là pour qu'on ne puisse pas ajouter de mots derrière ce qui a été écrit, donc jusqu'au bord de la feuille. C'est une précaution du notaire pour qu'on ne puisse rien y ajouter.
S'il a quelque chose à ajouter, ce qui est justement le cas ici, il va le faire en marge. Et bien souvent, il met dessous, ce qui n'est pas le cas ici, approuver 3 mots ajoutés. Enfin ici, 1 en l'occurrence. F, puisque cette fois-ci il y a une barre. R, E, 1, 2, 3. A, U, il y a un tilde. L, T. Frémo. On retrouve notre frémo LT. F, puisqu'il y a une barre. I, L, S. Fils. Ils ont donc beaucoup de choses à écrire, ce qui fait qu'au bout d'un moment, eh bien, ils simplifient un petit peu les choses. C'est le cas ici. Il ne met pas ce notaire-ci, mais ça peut varier en fonction des notaires. Le D, que nous avons déjà connu. Alors, dans l'autre version, dans l'autre exercice, nous l'avions qui passait dessous pour rattraper le E. Ici, il passe à travers pour rattraper le E, mais c'est à peu près la même chose. Et vous remarquez qu'il n'y a pas de E, de U, il n'y a pas d'apostrophe, il n'y a rien du tout. Et c'est une lettre flemmarde. C'est moi qui l'appelle comme ça, mais c'est une lettre flemmarde, c'est-à-dire, bon, vous savez bien ce que c'est, de toute façon, on passe au mot suivant. Ça lui évite de faire un de, en l'occurrence. Mais plus loin, on verra que ça pourra lui éviter de lui faire un du également. C'est D et puis la suite, quoi. F, barré, E, U, puisqu'il y a un tilde. Feu étant un terme hyper classique des actes notariés en particulier, qui indique que la personne qui suit est décédée, puisqu'il est marqué fils de feu Pierre. Vous voyez, même chose, là il ne s'est pas embêté avec le E non plus. Hop. P-I-E, 2-R-E, il n'y a même pas de point sur le I. Donc feu Pierre veut dire que son père est décédé. Voilà. C'est un mot auquel on ne fait pas forcément très attention, mais il faut le faire. C'est feu dans le sens de défunt. Si c'est une femme, ce sera feu E, avec un E à la fin. Mais si c'est un feu avec un S, et non pas un X, puisqu'il ne s'agit pas de brûler, mais s'il y a un S, ça veut dire que les deux personnes qui suivent, en l'occurrence son père et sa mère, seraient décédées. Donc faites bien attention, s'il y a un S, ça veut dire que, même s'il est marqué que c'est feu Pierre et Catherine Dupont, ça veut dire feu Pierre et feu Catherine Dupont. Par contre, s'il n'y en a pas d'S comme ici, ça veut dire qu'il n'y a que lui qui est concerné par le fait qu'il soit mort. Donc, fils de feu Pierre, relict, R-E-L, pardon, I, pas de point, C, barre, perche après de sucre. Relict. Ça fait partie du même vocabulaire, c'est d'ailleurs quasiment identique à celui-ci. C'est l'équivalent à l'époque, c'est un reliquat en fait. On retrouve le mot reliquat, c'est l'équivalent de veuf. Il est veuf. Alors, là on se trouve devant un des grands problèmes de ces actes notariés et des actes longs d'une manière générale, c'est qu'il n'y a aucune ponctuation. Vous voyez, il n'y a pas un point, sauf sur les i évidemment, et encore de temps en temps. Il n'y a pas de virgule. Ça aide quand même quand il y a des points et des virgules. Tandis que là, il n'y en a pas. Alors vous remarquerez, je vous le montre tout de suite, parce qu'on va le retrouver tout à l'heure, mais ici, vous avez un trait. C'est pas une virgule, hein, c'est d'autre part. Et ça, c'est une séparation. C'est vraiment un slash. C'est pas une virgule, c'est un slash. Ensuite, on commence carrément autre chose. En fait, le principe du contrat de mariage, c'est qu'on va présenter les deux personnes qui vont se marier et qu'on va dire par qui ils sont accompagnés, ce qui est tout l'intérêt généalogique de l'affaire. Puis ensuite, on va déterminer ce que chacun apporte comme dot. Puis ensuite, on va déterminer comment ça va se passer au moment où l'un des deux va mourir. S'ils ont des enfants, s'ils n'ont pas d'enfants, si les enfants sont d'un côté, s'il y a des enfants d'un mariage précédent, je veux dire, etc. Comment ça se passe? Et en fait, ce trait, ce slash, marque qu'on est passé dans la deuxième section. Donc, on va dire maintenant, voilà ce qu'ils apportent comme dot. Mais sinon, il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule. Ce qui veut dire que dans notre phrase ici, nous avons donc Jean Frémaux, fils de feu Pierre, relict avec enfant, AVEC, notre trait Q,
Hein, oui, c'est Q. Bah oui, que voulez-vous. E-N-F-A-N-S. Bah oui, santé. C'est comme ça. Relicte avec enfant de 1, E, pont, A-U, A-N, pardon, il n'y a pas de tilde, T, H, notre 8 là, O. Alors là, on a 3 de pont, on ne sait pas trop, parce que le dernier est embringué dans l'amorce du E, puis on a 2 T, et puis E, flemmard. Antoinette, bien sûr. S, puisqu'il n'y a pas de barre, E, G, toujours notre Y barré, A, R et D. Segard. Comparurent en leur personne Jean Frémaux, fils de feu Pierre, relicte avec enfant de Antoinette Segard, et c'est là qu'on se pose la question, parce qu'il n'y a pas de ponctuation, qui est veuf avec enfant d'Antoinette Segard? Pierre, son père, ou lui? Là, le fait que son père soit mort donne une indication quand même, on ne dirait pas qu'il est veuf, ça n'a aucun sens. Ou alors il serait écrit qu'il est fils de feu Pierre, et machin, et de machin, donc d'Antoinette Segard. Pas dire qu'un mort est veuf, ça n'a pas de sens. C'est elle qui est veuve en l'occurrence, qui serait veuve. Donc, en fait, on part du principe que le sujet du texte, Jean Frémaux en l'occurrence, reste le sujet permanent. Comparurent en leur personne Jean Frémaux, fils de feu Pierre, et on aurait dû mettre virgule, veuf avec enfant d'Antoinette Segard. C'est bien Jean qui est veuf avec enfant d'Antoinette Segard. Il y a un petit problème qu'on va rencontrer un petit peu plus loin. Un autre problème qui est marqué par l'absence de ponctuation, c'est que comme ici on retrouve Pierre et Marc, alors vous remarquez qu'il est écrit Marc, M-A-R-C-Q-U-E flemmard, U, il y a un tilde, du T-O-I-C-T, c'est frère. Là, ça tombe bien, il n'y a que 2 frères qui comparaissent. Seulement, quand vous en avez 3, il sera marqué, imaginons, Pierre, Luc et Marc Dutoit, ses frères. Mais il n'y a pas de virgule. Alors, est-ce que le premier s'appelle Pierre-Luc et le deuxième Marc? Ou est-ce qu'il s'appelle Pierre, Luc et Marc? Est-ce qu'il y en a 3? C'est assez compliqué. Alors, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, généralement les gens ne portent qu'un prénom, sauf Jean-Baptiste évidemment, qui est déjà un prénom double à la base, mais le plus souvent ils ne portent qu'un prénom. C'est seulement après qu'ils vont avoir d'autres prénoms. Donc il y a peu de chances que ce soit Pierre-Luc. Mais comment savoir si c'est une ou 2 personnes? Eh bien ça, il n'y a que la suite du texte qui éventuellement pourrait nous le préciser, ou tout simplement vous allez à une page qui est la dernière, qui est celle des signatures, puisque au moins à partir de 1671 les gens signent, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant, ou du moins les versions avec les signatures n'ont pas été conservées, et on va retrouver des signes, puisqu'ils ne signent pas à proprement parler, mais on va retrouver un signe, marque dans le sens QE normalement, hein, la marque de Pierre Dutoit, et il a fait un genre de W. Marque de Jean Dutoit, et il a fait une croix, ce qui est quand même la version un peu classique. Marque de Pierre Dutoit. Tiens, encore un. Oui, forcément, il y en aura 2. Fils de Jean, a-t-il précisé. Alors là, c'est assez compliqué de retrouver où est le début et la fin de la signature ou du texte qui l'accompagne, mais bien souvent il écrit marque 2 juste au-dessus de la marque en question, et le prénom et le nom juste en dessous. Donc ça fait partie d'un bloc. En l'occurrence, il a rajouté ça pour bien préciser que celui-ci c'est Pierre Dutoit, fils de Jean, alors que celui-là c'est pas le même Pierre Dutoit, c'est le Pierre Dutoit, un autre Pierre Dutoit qui est cité. Pierre Castel, Marc de Jacques Frémaux, etc., etc. Donc ici nous avons Marc eh oui, Dutoit. Ce qui veut dire que nous avons Pierre d'un côté et Marc de l'autre, puisqu'il y a 2
signature. Donc ils sont bien deux. Si il s'était agi de Pierre-Luc et que c'était qu'une seule personne, évidemment, il n'y aurait qu'une seule personne, une seule signature correspondante. Et ce serait Marc de Pierre-Luc Dutoit. Voilà comment on peut retrouver l'affaire. Il suffit juste d'y penser. Et d'ailleurs, les signatures sont parfois plus lisibles que les textes eux-mêmes. Ce sera plus facile d'aller chercher la bonne version, la bonne écriture dans les signatures, parce que les personnes qui savent écrire vont écrire leur nom convenablement. Il faut savoir qu'il n'y a pas un notaire dans toutes les communes, et que on va chez un notaire qui n'est pas forcément très voisin non plus, puisqu'il n'y a aucune obligation d'aller chez un notaire en particulier, et que ces notaires ne connaissent pas forcément les noms des personnes. Alors évidemment, elles vont le lui dire, mais il va l'écrire tel qu'il a envie de l'écrire. Ce qui donne parfois des versions assez particulières, surtout lorsque les personnes habitent dans un espace flammophone et qu'elles vont chez un notaire qui est francophone. Alors évidemment, elles vont lui parler français, parce que pour les gens d'époque, on parlait les deux langues sans trop de problèmes. Mais les noms à consonance étrangère ou un peu folkloriques, c'est-à-dire hors du village, du cercle de travail du notaire, le cercle habituel, il va avoir tendance à les écrire un peu particulièrement. Par exemple, sur Armentières, vous avez un notaire qui écrit systématiquement les membres de la famille du Floc, F-L-O-C-Q, alors que tous les membres de cette famille signent du Flot, F-L-O-T. Mais il a décidé que ça s'écrivait Floc. Voilà. Pourtant, Floc, Flotte, Flot, Flot, Floc, Flot, c'est pas tout à fait pareil, ça se prononce pas pareil, mais il a décidé que ça s'écrirait comme ça. Voilà. Il y a des gens, je vous jure. Bien, donc il est relicte, veuf avec enfant d'Antoinette Segard, ce qui est intéressant. Voilà une information qu'elle est intéressante, parce que peut-être que dans l'acte de mariage avec Antoinette Segard, il y aura des informations supplémentaires. Et si ça se trouve, il y a même un contrat de mariage avec Antoinette Segard. Notaires qui écrivent donc beaucoup et utilisent du coup beaucoup d'abréviations, surtout que pour les mots qui sont très répétitifs, comme celui-ci. D, E, 3 ponts, T, dumpt. Vous voyez, on retrouve notre grand trait horizontal qui veut dire ce n'est pas simplement un doublement de la lettre qui est dessous, mais un changement de mot carrément, une abréviation de mots. Et nous avons évidemment demeurant. Alors il faut savoir que pendant longtemps, ça s'accordait en genre et en nombre avec les personnes concernées. Donc si c'est une femme, on va dire demeurante. Aujourd'hui on ne dit plus, on dit demeurant, même pour une femme. Mais à l'époque, ça s'accorde. Mot classique, demeurant, d'ailleurs vous voyez qu'il y en a un déjà ici en dessous, forcément. A, alors pas d'accent bien sûr, T, O, U, R, C, O, I, deux ponts, il y a un point. G, pas de problème, demeurant à Tourcoing. Ça, on s'en serait déjà douté, puisque notre fameux Jean Frémaux avait fait publier les bancs à Tourcoing. Par contre, ils se sont mariés en Marque, donc on savait qu'a priori, il habitait Tourcoing, et qu'elle habite Marque, ce qui va nous être confirmé juste après. Autre formule classique des contrats de mariage, A, C, C, O, 1, 2, 3, P, M, le P que nous venons de voir, A, G, N, E flemmard. N, il n'y a pas de tilde, de pont. Accompagné. Et, alors vous voyez qu'il ne s'embête même pas à mettre un trait ou même à former une perche à pois de sucre tout à fait normale. Ou alors il fait un petit zigouille, de toute façon des et, il y en a en quantité dans son document. Ad, S, puisqu'il n'y a pas de barre. I, il n'y a qu'un pont. Et ici nous avons une lettre qu'on retrouve si vous avez des vieux livres Ancien Régime, vous avez remarqué que dans la typographie, il y a une lettre particulière qui c'est ST. On colle le S au T. Et les imprimeurs possédaient une lettre qui était spécifique et qui faisait ST. Donc là, nous avons le ST. E, flemmard. Donc nous avons Atsiste.
T. Ça, c'est une formule classique. Accompagner et assister. Comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être était-il payé au mot, parce que accompagner et assister, hein, la différence est assez subtile. C'est pas forcément indispensable de doubler le mot, finalement. Le D, DE flemmard, le C, le O, le N, il n'y a pas de tilde, le S, il n'y a pas de barre, le E, le I, il y a un point, le L. Là, vous voyez que c'est pas deux conseils, mais c'est du conseil, normalement. Donc c'est bien un E flemmard, c'est ni un E, ni un U. DE flemmard, 2, le P à pic, le I, il manque le point, le E, le R et le E final, toujours flemmard. Assisté du conseil de Pierre, le D, le U, puisqu'il y a un tilde, le T, le O, le I, il y a un point, ici on a un C, alors c'est pas tout à fait rejoint, mais c'est un C, notre hameçon est la ligne horizontale, ou plus ou moins, puisqu'il rejoint un T. Du toit. C'est marrant, elle s'appelle Dutoit, et lui-même il est assisté par quelqu'un qui s'appelle Pierre Dutoit. C'est pour ça que dans les signatures, tout à l'heure, nous avions deux Pierre Dutoit, parce qu'il y a celui qui l'accompagne lui, et nous allons voir qu'il y a celui qui l'accompagne elle, qui s'appelle aussi Pierre Dutoit. Et D, E flemmard, P, A, S, Q, U, I, manque le point, mais parce que mais, ça irait pas, donc c'est parce qui est forcément E, R, S. Tierce, T-I, on a le point qui est là, le E, le R, le S, il n'y a pas de problème. Tierce étant son nom. Alors évidemment, du moment que ça fait plus ou moins tierce, ils sont contents. Ça pourrait être tierche, peu importe. S-E-S, pas de problème. B-E-A-U, là il y a pas, on voit pas de tilde. Et X final, on l'a déjà vu, et archi-revu. F, il y a une barre, R-E, R-E-S. D'une, alors je vous disais, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas d'apostrophe non plus, hein, évidemment. Il n'y a pas d'accent, mais il n'y a pas d'apostrophe non plus. Là, nous mettrions ici une apostrophe, non. D, U, initial, on l'avait déjà vu dans le tout premier exercice, celui-là. Hein. N, il n'y a pas de tilde, et puis E, flemmard. D'une. Part. Là aussi, c'est l'expression classique. D'une part, d'autre part. Évidemment, puisqu'on va passer maintenant à la future. Alors on va résumer un petit peu ce qui est écrit pour lui. Comparurent en leur personne Jean Frémaux, fils de feu Pierre, relict avec enfant de Antoinette Segard, demeurant à Tourcoing, accompagné et assisté du conseil de Pierre Dutoit et de Pasquier-Thiers, ses beaux-frères. C'est quand même beaucoup plus complet que notre fameux acte de ban, de publication de ban. D'autant qu'on a d'autres sources du coup, parce qu'on sait que Jean, comme je vous le disais tout à l'heure, a épousé Antoinette Segard en noces précédentes, ce qui ne veut pas dire que c'était sa première femme, mais sa précédente était au moins Antoinette Segard, ce qui fait qu'on va pouvoir peut-être retrouver son acte de mariage, et donc déterminer un peu plus précisément son âge, parce que là il est déjà veuf, donc peut-être déjà est-il plus âgé. Et si on ne trouve rien, et si on ne trouve pas de contrat de mariage avec lui, on trouve quand même qu'il a deux beaux-frères, ses beaux-frères, Pierre Dutoit et Pasquier-Thiers. Et on va donc aller chercher les mariages et les contrats de mariage de Pierre Dutoit avec on ne sait pas qui Frémaux et Pasquier-Thiers avec on ne sait pas qui Frémaux. Peut-être que ces documents-là nous donneront encore plus d'informations, parce que là on n'a que le père par exemple, hein. On ne sait pas le nom de sa mère. Ceci dit, ce sont ses beaux-frères, mais on ne sait pas si ce sont ses beaux-frères parce qu'il a épousé Antoinette Segard en noces précédentes, ou si c'est vraiment de son côté à lui. Rien n'empêche aussi que lui soit issu d'un mariage, du Pierre, là, et qu'il ait des demi-sœurs en fait. Donc il ne s'appellerait pas Frémaux, par exemple, puisqu'elle serait de la même mère mais pas du même père. Ce qui veut dire que Pasquier-Thiers n'a peut-être pas épousé une Frémaux, et que Pierre Dutoit n'a peut-être pas épousé une Frémaux non plus. Mais ce sont toujours des pistes à prendre en considération. Quand même très intéressant de retrouver
autant d'informations sur ce genre de document. D'une part, on va voir la même chose, là je vais aller beaucoup plus vite de l'autre côté. Marguerite du Toict. Du toit. Fille à marier, toujours pas d'accent. Il n'y avait pas de problème. De Jean. Demeuranteux, comme je vous le disais, on accorde. Avec toujours notre abréviation. À Marque. Cette fois-ci on précise bien en Barreul. B-A-R-O-E-U, puisqu'il y a un tilde. L. Ah, on a encore une abréviation. P-A-R-E-I, parce qu'il n'y a rien au-dessus, enfin il n'y a rien au-dessus, il n'y a qu'un pont, 2-L-E-M, Parim. Oui, mais on a notre abréviation. Alors souvent quand le mot se termine par un M, ce qui est confirmé par la barre qui se replie dessous, c'est tout simplement qu'il faut ajouter E-N-T, pareillement. A, de ces pareillement accompagné et assisté. Toujours la même formule. Au féminin bien sûr ici, du, cette fois-ci c'est du, C-O-N-S-E-I-L, on l'a déjà vu, accompagné et assisté du conseil, dudit en entier, là il n'a pas fait d'abréviation, pourtant c'est un mot qui est souvent utilisé, Jean, du toit, dudit qui? Bah, son père, puisqu'il vient d'en être question, puisqu'elle est la fille de Jean, assistée de Jean du toit, dudit Jean du toit, de celui dont on vient de parler. Et de C, donc notre crochet barre horizontale qui s'imbrique dans le début du 8, donc du H, R, E, S, T. Alors ce point-là, c'est pour en dessous. Un pont, donc un I, E, 1, 2, 3, 4 ponts, donc N, puisqu'il n'y a rien au-dessus, et E flemmard, donc chrétienne. Le S disparaît souvent dans les mots au profit d'un accent, généralement circonflexe. Par exemple, dans le mot hôpital, aujourd'hui, il y a un accent circonflexe. Auparavant, on écrivait sans accent, toujours, mais hospital, au SPI. Le S a disparu et il est devenu un accent circonflexe. Donc là, le S a disparu et on met un accent aigu. Ce qui donne chrétienne, qui peut être Christine à un moment donné, hein, peu importe, c'est exactement la même étymologie, c'est le même prénom, donc n'ayez pas l'impression que vos ancêtres changent de prénom à un moment donné, parce qu'elle s'appelait chrétienne, tout d'un coup elle s'appelle Christine, c'est pareil, pour aucune importance. C-R-I-S-T-A-L, cristal. Alors là aussi, on est chez un notaire qui est tourquenois et non pas de Marc-en-Barœul, et il va écrire cristal. Mais on peut trouver des variantes de ce nom. Le plus souvent, j'ai rencontré crétal, et non pas cristal, avec un S ou sans S. Hein. Ça peut être crestal ou crétal. Ça ressemble suffisamment. C'est père et mère. Ah, tiens, c'est intéressant. Parce que là, au début, il ne met pas que Marguerite du Toit est la fille de chrétienne Crétal, mais il met juste fille à marier de Jean, demeurant à Marc-en-Barœul. On se dit, zut, comme l'autre, pour Jean Frémaux, il ne nous dit pas qui est sa mère. Si, il nous le dit, mais plus loin. Parce qu'ils sont présents physiquement. Ce qui nous confirme qu'ils sont vivants, évidemment. C'est père et mère. Alors là, il est un peu bidouillé sur le final. De Pierre et Marc du Toit, on l'a vu tout à l'heure. Ses frères. Et de Pierre, c'est crochet horizontal A-S-T-E-L, Castel. C'est un nom qui a pas mal de variantes. Évidemment, on peut rajouter du devant, hein, Castel ou du Castel, ou Cato ou du Casto, ou Catel ou du Catel. Ça veut toujours dire la même chose, c'est le château. Hein. Et ça varie, surtout jusqu'au XVIIe siècle. Après, les prénoms ont moins tendance à varier aussi fort que ça, en tout cas. Son, ça part dessous, B-E-A,
U, puisqu'il y a un tilde, son beau-frère. D'autre part, et on a notre coupure. Vous remarquerez d'ailleurs que d'autres, il y a un L au milieu. Hein. D, toujours pas d'apostrophe. A, U, il y a le tilde. L, T, R, E final. E flemmard. D'autre part. C'est là où on revient aux premiers éléments que je vous indiquais sur la première vidéo. Attention de ne pas essayer de lire les textes, les mots, tels qu'ils s'écrivent aujourd'hui, alors qu'ils ont été écrits hier, voire avant-hier. Donc, attention. Ici, dessous, nous avons un autre mot, T, R, A, I. Il y a un point, parce qu'en fait, ça c'est C, T, E, traité. Aujourd'hui, il n'y a plus de C. On dit traité. C'est un traité de mariage. Mais à l'époque, on écrit tracté. Alors évidemment, du coup, vous allez lire, je ne sais pas, trote par exemple. Mais non, c'est pas troct, c'est tracté et ça s'écrivait tracté. Donc pas mal de choses qui sont répétitives, formules, des formulaires déjà à l'époque, et pas mal d'abréviations aussi, quoiqu'ici il soit assez raisonnable. Je lis assez rapidement la suite, en m'arrêtant juste sur celui-ci, C, O, 3 ponts, puisque je vous rappelle que ça fait partie du P, A, N, S. Alors, toujours pas de T. Comparant. Sauf que ce P, vous voyez, il a une forme très particulière, c'est qu'il y a une énorme boucle dessous. À cet endroit-là d'un mot, ou au bord d'un mot, c'est le signe, c'est un signe abréviatif. Parce qu'en fait, compense, ça ne veut rien dire. Ce signe abréviatif-là, qui prend bien comme base un P, c'est l'abréviation de per, par, pour, à la limite, ou por. Donc évidemment, c'est comparant. Voilà, on le trouve assez souvent également, surtout dans des textes plus anciens que celui-ci, qui est quand même déjà de 1687. Alors, je vous lis juste ce qui est écrit. Vous verrez qu'il n'y a pas énormément de choses très compliquées, mais c'est pour vous donner à l'oreille une idée de ce qu'on trouve comme formule hyper traditionnelle dans ce genre de document. Je m'arrête quand même avant, puisque je le repère, sur ceci et ceci. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on parlait du père de la future, qui était inscrit dudit Jean du Toit. Je disais, on n'a pas fait une abréviation là, alors que c'est un mot qui est utilisé souvent. Là, on l'a fait. Alors nous avons nos fameux dudit, le dit, les dit, la dite, des dits, LE, chose machin, T, suspensif. LA, chose machin, E. Donc le dit, la dite. Alors comme là, ça se termine par un T, il a mis un T, et là, ça se termine par un E, il a mis un E. Mais vous voyez, il n'a pas fait DIT. Ou ici DI. Il a mis la E. Le E. Ce serait les, ce serait pareil. On a une autre abréviation ici. Mais elle fait partie d'une formule qui est très classique là aussi. La Église. Évidemment, c'est sainte. S-T-E, suspensif. C'est une abréviation classique aussi. On s'y fait, hein, à force d'en lire. Ça vient tout seul. Alors, allons-y pour la lecture de ce qui suit nos présentations de personnages, pour que vous ayez une idée de ce qu'on peut raconter dans ce genre de texte. Ça n'a pas forcément d'ailleurs de grand intérêt de transcrire le contenu du contrat de mariage, parce que les conditions sont quasiment toujours les mêmes. Ça nous concerne assez peu directement comme généalogiste, comme historien, oui peut-être, certainement pour voir les variantes qu'il peut y avoir, mais ça n'a pas un impact extraordinaire pour un généalogiste.
Par contre, on va pouvoir trouver dans la suite du texte, en particulier dans les dots, eh bien, quelque chose qui aura été donné par un tel, qui était le grand-père de la future mariante, par exemple. Ce qui est quand même une information intéressante. Il peut y avoir, plutôt sur la fin du document, un bail. Les parents de l'époux, par exemple, ont eux-mêmes en bail une ferme de quelqu'un, et puis ils transmettent le bail à leur fils. Donc c'est précisé. Et ça, c'est pas précisé dans le début de l'acte. Bien souvent, lorsqu'on fait un dépouillement de contrat de mariage, on indique que les premières informations, c'est-à-dire un tel qui a un lien de parenté avec un tel et un tel et un tel, qui sont présents, qui sont morts, blablabla, et prend contrat de mariage avec un tel et un tel. Éventuellement, on précise les dots, mais on pense rarement à les regarder dans la suite du document s'il n'y aurait pas d'autres informations, dont un bail, ce qui est quand même plus rare quand même. Mais il peut y avoir aussi une autre information qui est à la fin de l'acte, qui est, on met toujours deux témoins, qui ne sont donc pas normalement liés au futur conjoint, mais qui sont témoins de la passation de l'acte, parce que c'est une obligation. Mais parfois, l'un de ces témoins est lié au contractant, soit dans un contrat de mariage, soit dans un autre acte. Ça peut être le serviteur d'un des personnages qui est là, par exemple, ce qui nous permet de savoir qu'il avait un serviteur qui s'appelait machin. Ça peut être un autre frère qui n'est pas comparu comme assistant au mariage, enfin au contrat de mariage, ce qui est plus ou moins faux, puisqu'il était là également aussi, mais il a servi de témoin parce qu'il faut absolument 2 témoins. Et on trouve des informations aussi à ce niveau-là, puisqu'on dit, dans un certain nombre d'actes, c'est pas systématique non plus, mais que le témoin c'est Jean Dupont, fils de Pierre, frère du contractant, par exemple, pour un contrat de mariage. C'est quand même intéressant. On voit que c'est le même nom de famille que l'un des personnages qui est apparu dans la première partie de l'acte. On se dit, ah, si ça se trouve, il y a un lien de parenté avec lui. On peut chercher, c'est une piste. Bref, j'y vais. Alors, lesquels comparants déclarèrent traité de mariage estre. Vous voyez, E-S-T-R-E, comme je vous le disais, le S a disparu et c'est devenu un circonflexe. Être. Me, me, M-E-U, me, du verbe mouvoir. Ça aussi, ça fait partie de la formule classique. Hein. Lesquels comparants déclarèrent traité de mariage être me et pour parler, on dirait aujourd'hui en pour parler, d'entre le dit Jean Frémaux d'un côté et la dite Marguerite Dutoit d'autre. Formule hyper classique là aussi. Lequel au plaisir de Dieu, notre, NRE, abréviatif, créateur, se passera et solemnisera, oui, on dit solemniser, et non pas solenniser, en notre, toujours notre abréviation, mère, la Sainte Église, si elle s'y consente, je ne sais pas pourquoi si, d'habitude c'est i tout court, si elle y consente, parce on accorde, on dirait normalement elle y consent, si elle y consent, parce que c'est l'Église qui donne l'autorisation de se marier, mais avant aucun bien, promesse ou affidation, en abréviation, c'est typique de l'abréviation Sion, l'abréviation Sion, ou affidation de mariage, au cas qu'il parvienne le mariage. Au cas qu'il parvienne. Ça c'est dans le français, alors je te jure. Au cas qu'il parvienne, ont été faits et accordés les ports, retours et avancements, autrement dit la dot, du dit mariage en la forme et manière que s'ensuit. Ça c'est très classique comme formule. Et premier, P-R-E. P-R-E, abréviatif parce qu'il repart en arrière, vous voyez qu'il fait même carrément une boucle. Premier, parce que c'est toujours comme ça. En premier, deuxièmement, etc. Quant au bien que le dit Jean Frémaux fait apporte au dit mariage, la dite Marguerite Dutoit, assistée que dessus, comme ci-dessus, a déclaré
A, vous remarquerez que c'est AT, pour avoir, eh oui, ça s'écrit AT, s'en tenir pour contente, sans en faire ici déclaration ni spécification. Autrement dit, il n'a pas précisé sa dot, ou il l'a fait oralement, mais ça lui va à elle. Elle l'accepte tel que, et ceux qui l'assistent également. Et quand, avec un D d'ailleurs, alors que c'est quant au port, normalement ça devrait être un T, et quant au port de mariage d'Issel, de celle-ci, de la dite Marguerite du Toit, là il a bafouillé, crafouillé, niboudé, future mariante, Issel a déclaré d'avoir à elle appartenant et, en marge, qu'elle fait apport au dit mariage. Vous voyez, les tournures de phrases, les formulations sont quand même très spéciales, très marquées par une époque. Provenant, signe abréviatif, P-R-O-V-E-N, provenant, c'est un U ou un V puisqu'il y a un tilde, provenant de ces épargnes, avec un S, et non pas épargne avec un E, la somme, abréviation doublement de la lettre du dessous, de 600 livres, alors on a un point pour le I et un tilde pour le V, par, alors ça c'est une abréviation très courante aussi, P-A-R, c'est l'abréviation de parisis. Vous aviez deux types de livres, la livre parisis et la livre tournoi. Là c'est typiquement parisis, qui s'écrit évidemment tellement souvent qu'on l'abrège. Et reposant entre les mains et puissance d'édit Jean du Toit et Chrétienne Cristal, ses pères et mères, autrement dit elle a des économies mais ce sont ses parents qui les ont pour eux. Je vous rappelle qu'une femme n'a pas d'autorité juridique, pour faire court, c'est un peu exagéré mais c'est le principe. Donc ce sont les parents qui possèdent même ces économies à elle. Et ils consentent à ce qu'elle les donne, elle les apporte au mariage. Ceux-ci, ses pères et mères, ad ceux, alors cette fois-ci c'est plus avoir, c'est A accent, mais c'est ad, ad ceux présents, là aussi abréviation hyper courante, PNS, signe abréviatif, au pluriel donc, puisqu'il y a un S, et aussi comparant, toujours notre part, la dite mère, agréablement, autorisée du dit son mari, ce qui confirme ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de passer des actes notariés sauf si elle est veuve, là comme elle n'est pas veuve puisque son mari est vivant, là on parle des parents de la future épouse, eh bien elle doit être agréablement autorisée de son dit mari, de son mari. Sinon elle ne peut pas venir, elle ne peut rien dire. On promit de payer et fournir, et non pas fournir, on dit fournir, à ladite leur fille, ladite somme de 600 livres parisis. Les 600 livres parisis, ce sont ses économies. Mais donc, ils consentent et ils vont lui donner, parce qu'elle ne les a pas en ses mains, propres, la somme de 600 livres qui est la sienne de toute façon, puisque c'est elle qui les a économisés. Et ce sera incontinent, dans le sens immédiatement, évidemment, pas des fuites urinaires, le dit mariage parfait, parfait c'est complété, complet, donc réellement marié devant l'église, et consommé, voyez, et dont ils ont aussi déclaré qu'ils en sont à la dite, ils en font, pardon, parce qu'il y a un trait, ils en font à la dite leur fille, donation, notre abréviation de Sion, sans qu'elle sera, je vous dis que c'est sera, vous voyez que ça parle, sera, il l'a remis. Alors parfois ils le font exprès, là en l'occurrence c'est pas absolument exprès, mais on met souvent le mot qui termine la page précédente et le premier mot qui est utilisé dans la page suivante. Mais souvent ils le mettent en dessous de ligne en fait. Ils terminent la phrase, enfin ils terminent la ligne, vous voyez, Audica 2,
et puis ils mettent ici dessous le premier mot de la page suivante. Ça, c'est un moyen de vérifier qu'il n'y a pas de page manquante, n'est-ce pas? Donc sera tenu ni, pas NI, NY, obligé, il n'y a pas de E, pourtant c'est bien de la fille dont il est question, mais obligé est, de le rapporter en mon, M-O-N. Alors il a failli pas mettre de T, puis finalement il a mis un T, c'est pour ça qu'il y en a un N final, commun, doublez le M, pour venir en partage des biens qu'ils délaisseront par leur trépas. Ins, A-I-N-S, ce qui est une variante, une forme ancienne de ainsi, l'aura, elle l'aura, en fait, elle l'aura, mais vous voyez, il est écrit l'aura, L-A-U-R-A-T, alors qu'il aurait dû dire L, E2-L-E, L apostrophe aura, sans T évidemment, or et d'avant par. C'est un peu compliqué. Alors, cette formule-là, ça veut dire que normalement, les dots qui sont données par les parents, ou qui sont ces économies en l'occurrence, ne sont pas réellement intégrées dans le ménage, dans le couple. Le jour où les parents de l'épouse en l'occurrence mourront, normalement, le principe c'est que les sommes qui ont été données au mariage, comme dot, retournent dans le fonds commun. On est toujours dans notre logique, l'épargne, c'est parce qu'elle a épargné elle, mais ce sont ses parents qui l'ont. Ce sont eux les propriétaires de la somme. Le jour où les parents meurent, eh bien, elle est obligée de remettre, virtuellement évidemment, parce que l'argent aura certainement été dépensé, mais elle devra remettre sa dot dans le fonds commun de ses parents pour que ce soit partagé entre tous les héritiers. Alors évidemment, les autres enfants auront certainement eu leur dot également, ce qui fait qu'ils feront la même chose, et on partagera la totalité des biens, dont leur dot, la dot de leurs enfants. Sauf qu'ici, ils dérogent à la règle, les parents donc, en disant « mais elle ne sera pas tenue, ni obligée de le rapporter mon commun au mon commun », c'est-à-dire quand on aura tout réuni à leur mort, pour venir en partage des biens qu'ils délaisseront à leur trépas, ins l'aura or et d'avant-part. C'est-à-dire que c'est vraiment une donation. Elle n'aura pas à le remettre dans le fonds commun. Si, toujours SY, on aussi promis de l'accoutrer et vestir, donc vêtir puisque le S est devenu un circonflexe, l'accoutrer et la vêtir, la différence est subtile là aussi, d'habits, D-H-A-B-I-T-Z, parce que bien souvent les S en finale deviennent des Z, d'habits nuptiaux pour le jour et solennité de ses noces, selon son état, et comme ils en voudront avoir honneur. Ça aussi c'est une formule hyper classique, c'est-à-dire qu'elle aura ses vêtements de noces, on va lui donner des vêtements spécifiques pour la noce, qu'elle gardera évidemment, puisqu'ils resserviront bien souvent après. Aujourd'hui on aurait beaucoup plus de mal à se resservir dans la vie de tous les jours, et même dans les solennités auxquelles on peut assister, la robe de mariée par exemple. Ça ne va que le jour du mariage. Évidemment, c'était beaucoup plus sobre à l'époque, et les robes de mariée resservaient bien après. Il n'y avait pas tous les flonflons qui vont autour aujourd'hui. Ça, c'est la deuxième partie, les dots. Troisième partie, qu'est-ce qui se passe si l'un des deux décède avec enfant, sans enfant, machin, etc. Donc là aussi, je vous le lis très rapidement. Ce traité de mariage A, AT toujours, était fait, devisé, conditionné, accordé et accepté. Vas-y que je t'en rajoute une couche. Bon. Fait, devisé, conditionné, accordé et accepté. Voilà. Entre parties à condition, qu'advenant, ADVEN, abréviation. La dissolution du dit mariage, si jamais le mariage est dissous, il celui parfait et consommé par le prédécès du dit Jean Frémaux, A,
Oui, parce qu'évidemment, il n'est pas question de divorce, même si on pouvait... Il y avait des séparations de corps, par exemple, sous l'Ancien Régime quand même. Mais s'il y a dissolution du mariage, le mariage est dissolu parce que l'un des deux est mort, évidemment. Donc par le prédécès, autrement dit avant son épouse, du dit Jean Frémaux, soit que du dit mariage il délaisse un ou plusieurs enfants vivants, nés, on remarquerait né, hein, N-A-I-S, né, alors normalement ça doit être né N-E-S évidemment, né ou apparent à naître, donc à naître puisqu'il y a un circonflexe maintenant, ou non, audit cas, ladite Marguerite du Toit, survivante, aura, toujours avec un T, et remportera, toujours avec un T, si bon, à elle semble, des plus clairs et apparents biens de la maison mortuaire, autrement dit de ce qui restera, ce qu'ils auront comme bien une fois que lui sera mort, de son dit mari, pour son droit d'assène, le droit d'assène c'est le droit qu'a l'épouse sur la succession de son mari, et amendement conventionnel de mariage, pareille somme de 600 livres parisis, dont elle a fait apport ci-dessus. Donc si lui meurt avant elle, elle a le droit de récupérer ses 600 livres. Avec encore la somme de 400 livres parisis, ses accoutrements et linges, taillés et cousus, bagues et joyaux, trouvés alors servant à ses corps et chefs en nature et non aliénés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été mis comme caution ou comme hypothèque, évidemment. Ces héritages patrimoniaux, avec les meubles y adhérents, qui y sont attachés, et toute donation, succession et ouarie qu'à elle, de ce jour et avant, lui sera faite, advenue et échue de son lait et côté. De son lait et côté. Je vais m'arrêter là. C'est toujours le problème de ne pas avoir de ponctuation. C'est difficile de savoir où on s'arrête. Donc de son lait et côté. C'est-à-dire que tout ce qui aura été donné par succession de sa tante, une donation de l'un ou de l'autre, eh bien ça lui reviendra à elle. Le tout franchement, F-R-A-N-C-H-E-M, abréviation, librement et sans charge d'aucune dette, sauf de celles dont les dites donations, successions et ouaries seront venus charger et non décharger. Bien entendu qu'en ce cas, la dite future mariante ne poldra, et non pas ne pourra, P-O-L-R-A-T, prétendre ni avoir son droit de veuve coutumier ensuite de la coutume de la salle bailliage et châtellenie de Lille. Alors châtellenie, C-H-L-N-I-E, abréviation. Chni, à Chli de Lille. À quoi la dite future mariante renvoie en marge, assisté que devant, a déclaré d'y avoir dès maintenant et pour alors renoncer et déroge, avec un G-H-E, dérogue, comme elle fait par ceste, ou si mieux à elle semble, au lieu de ce que dessus, elle se pôlera tenir au droit de partage selon la coutume de la dite salle, bailliage et châtellenie du dit Lille, nonobstant que la maison mortuaire arrivera ailleurs, prendant audicat de partage, hors et d'avant, par ses accoutrements et linges taillés et cousus, bagues et joyaux trouvés alors servant à ses corps et chefs, oui, c'est la même formule que tout à l'heure, et nature et non aliénée, et même aura aussi son droit de veuve coutumier, ensuite de la dite coutume de la salle bailliage et châtellenie de Lille. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est tout un peu du même tonneau. Là, ça veut dire tout simplement qu'il y a des règles dans la châtellenie de Lille, ce qu'ils appellent ici la coutume de la salle bailliage et châtellenie de Lille, qui fait que normalement elle a un droit de douaire, donc elle a des conditions particulières comme veuve, et là visiblement, enfin pas visiblement, elle dit, elle renonce et déroge à cette règle-là pour en expliquer une autre, qui vient d'être expliquée. Mais
elle pourrait choisir d'appliquer la règle de la Châtellenie, c'est ce qui est marqué après, et donc du coup les conditions précédentes ne tiennent plus. Voilà. Et on a évidemment ensuite la même chose avec le futur, et on termine sur des formules qui sont là aussi très classiques. Donc là, même chose comme il y a eu dans le texte des clauses dont celle dont je viens de parler qui dérogeaient à la coutume, il a été marqué à quoi a été renoncé et dérogé par ce que dessus les dit comparant, toujours note P, chacun, CHUN, abréviation, ça aussi c'est un tas classique, chacun en leur regard ont promis tenir, entretenir, payer, fournir et accomplir, conduire et garantir, envers et contre tout, sous l'obligation, LOBLON, abréviation, de leur personne et bien, vers tout seigneur, là tout à l'heure on avait sainte, là on a seigneur, SRS, avec un suspensif, vers tous seigneurs et justice, renonçant à toute chose à ce contraire, même la susdite mère, donc de l'épouse, puisque l'autre on ne sait pas qui c'est, au bénéfice du Senatus Consultus, Veleiam. Ça c'est un système que vous retrouvez dans le dictionnaire dont je vous ai parlé dans le précédent exercice. Il est expliqué ce que c'est exactement. Et l'authentique siqua mulier, même chose. À elle donner à entendre, point. Enfin, point. Vous voyez, 50 fois notre slash. On passe à autre chose. Après, c'est la formule de conclusion, formule légale toujours. Ce fut fait et passé au dit marque, en barreul donc, le 20, puisque les notaires se déplacent chez les personnes. Ils n'ont pas d'études notariales comme aujourd'hui. Et on ne va pas vers eux, ce sont eux qui viennent. Et parfois, d'ailleurs, on voit qu'ils se déplacent dans un village et qu'ils le font connaître, dans un village voisin où il n'y a pas de notaire en particulier. Et du coup, on a plusieurs actes qui sont passés dans ce village-là. Parce qu'il s'est fait connaître, il dit, je passe tel jour, donc si vous avez un document, un acte, un contrat à passer, profitez de ce que je suis dans le coin. Mais les notaires se déplacent, ils n'ont pas d'études notariales. Alors, fait passer au dit marque le 28e, avec un C et un S, 8e, de juin, avec un G à la fin, 16 XVI 100, C, 4, 27. Par devant, alors là aussi ça c'est un hyper classique comme le dit, la dite, etc. PAR, abréviatif T en exposant, par devant. Moi, MOY, Jean Desmadrilles, notaire, sous-signé, parce qu'il signe en dessous, hein, comme sous-titré, subaquatique, subsigné, résident Audi Tourcoing. Pourquoi Audi Tourcoing alors qu'il vient de dire que c'était à Marc? Parce que l'époux est de Tourcoing. Donc Audi Tourcoing parce qu'on a déjà parlé de Tourcoing. S présence, là aussi c'est un classique, PNCES, abréviatif, de Jacques Frémaux. Tiens, ça tombe bien, notre personnage contractant, le futur marié, s'appelle Frémaux aussi, comme de par hasard. Fils de feu Martin, S. Chevin, toujours pas d'accent, donc un S, E-S-C-H-E-V-I-N, de Mouveau. Et effectivement, à Mouveau, on trouve pas mal de Frémaux. Ça, c'est une piste aussi à prendre. Est-ce que notre Frémaux ne serait pas originaire, lui ou ses parents, de Mouveau? Parce que si ça se trouve, notre Jean Frémaux, fils de Pierre, on ne va pas retrouver de naissance d'un Jean, fils de Pierre, à Tourcoing. Et si on allait voir à Mouveau? Et y demeurant, donc demeurant à Mouveau, le Jacques Frémaux, et Michel de Lortilloire, fils de feu Jean, de Style, S-T-I-L, notre lettre de tout à l'heure, de Style, le style c'est le métier, de Style tailleur, demeurant à, alors là il y avait écrit Tourcoing, il a barré, il a rajouté au-dessus Wascal, témoin, ça aussi abréviation classique, T-E-S-M-S, abréviation,
à ce, toujours pas d'accent, mais un D, ce requis est appelé, toujours un Z au lieu du S. Et puis ensuite, nous avons donc nos fameuses signatures. Signatures qui sont aussi intéressantes parce que parfois elles ont des signatures un petit peu folklore. Vous voyez ici Michel Delortilloire ou Jacques Frémaux, qui permettent de savoir, en partant d'autres actes notariés, s'il s'agit bien du même personnage. Enfin, du moins on a une indication, une piste pour dire « Ah, c'est la même signature, donc ça doit être la même personne », sachant que les signatures, à l'époque, sont très peu, pas toujours très marquées, on va dire. En tout cas, pas très originales. C'est-à-dire qu'on reprend de génération en génération la signature des parents. Ce qui fait qu'on a l'impression que c'est le père qui signe alors que c'est le fils. Mais il a repris la même signature que le père. Voilà. Merveilleux, non? Que d'informations on a pu trouver sur ce genre de document. Évidemment, il faut prendre son bâton de pèlerin en quelque sorte pour aller lire toutes ces informations et savoir y retrouver ce qui est l'essentiel et ce qui est secondaire. Vous avez vu qu'il y avait 4 pages à ce document, très serré, alors qu'en fait il y a surtout la première partie qui décrit qui se marie avec qui et avec qui ils sont. La deuxième partie, les dots, ce qui permet éventuellement de chiffrer le patrimoine de l'un et de l'autre. C'est un patrimoine chiffrable surtout par comparaison avec d'autres contrats de mariage, parce qu'évidemment, là ils disent par exemple qu'ils donnent de quoi des vêtements de noces. Bon, ça n'a rien à voir au niveau du prix avec ce que l'on peut payer aujourd'hui, évidemment. Ce sont des vêtements, comme je vous disais, qu'on va réutiliser, donc, qui vont faire de l'usage. Donc ils ont d'autant plus d'importance, c'est pour ça qu'on en parle dans le contrat de mariage. Et puis 600 livres parisis dans un contrat de mariage de la fin du XVIIe siècle comme ici, ou dans un contrat de mariage du début du XVIIe siècle, ça ne vaut pas la même chose. Et c'est très difficile de pouvoir dire combien l'argent valait exactement, parce que non seulement c'était évidemment variable suivant les régions, les saisons, etc., mais c'est surtout variable en fonction de ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut en acheter avec. Et une somme qui paraît dérisoire au début du XVIIe peut être en fait très important à la fin du XVIIIe. Et il n'y a pas de règle de calcul qui permettrait de retranscrire tout ça en euros, parce que ça n'aurait pas de sens. On n'achetait pas autant de choses qu'on en achète aujourd'hui. On est bien d'accord. Dans les maisons, c'était beaucoup plus sobre. Les vêtements faisaient des années et des années et des années. Aujourd'hui, quand ils font 2 ans, ça devient extraordinaire. Donc c'était un placement très cher proportionnellement à ce que ça peut coûter aujourd'hui, où ça coûte pratiquement rien parce qu'on en change tout le temps. Donc c'est assez difficile de dire, voilà, ça fait autant d'euros. Ils n'ont pas amené autant d'euros. Bah non, on ne peut pas. C'est trop compliqué. Il faut comparer avec les autres contrats de mariage de la même époque pour dire, bah voilà, plutôt dans les milieux aisés, plutôt dans les milieux simples, etc. Quand les dots sont précisées, évidemment, ce qui n'est pas le cas de monsieur en l'occurrence aujourd'hui. Voilà, fin de la 3e vidéo. Peut-être y en aura-t-il d'autres, je ne sais pas. Si je découvre encore des choses que je voudrais vous partager ou vous apprendre, je le ferai évidemment volontiers. Bon travail, parce que le principal dans le travail de paléographie, c'est de s'y mettre et de continuer encore et toujours d'en faire, encore et toujours. Et au bout d'un moment, on comprend tout seul. C'est la pratique qui permet de faire de la vraie paléographie, plus que d'avoir un certain nombre de règles qu'on devrait apprendre par cœur. Bon courage!